j'ai commencé cette chaîne YouTube, j'avais pour idée de partager mes découvertes, mes coups de cœur, mes déceptions aussi, ma vie en général, mais aussi mes opinions, surtout sur l'art en général. Mais très vite, dès qu'une nouvelle idée de vidéo me venait à l'esprit, il y avait un sentiment de malaise qui s'installait, en tout cas une gêne. Et cette gêne, c'était l'idée de légitimité. En effet, j'ai pour habitude de ne pas parler quand j'estime ne pas avoir des choses à dire. Or, dans ce cas précis, je pense avoir des choses à dire, en tout cas avoir envie de les partager. Mais à chaque fois, cette question de la légitimité revenait. Comment critiquer des chefs-d'œuvre ? Que ce soit la littérature ou les films, en général, comment, moi, je pourrais m'exprimer dessus. Mais avant toute chose, il faudrait revenir sur une question. Qu'est-ce qu'un chef-d'œuvre ? Qui statue ce titre presque de noblesse ? Au fil de mes petites recherches, je suis tombée sur un site, Les Beaux-Arts, qui disait que c'était une notion qui variait selon les époques. Au départ, on avait cette idée de pièce d'un artisan qui avait maximisé son potentiel et qui du coup avait réalisé sa plus belle œuvre, son plus beau travail, son chef-d'œuvre. On perçoit pourtant un changement de perspective avec la montée de l'académisme artistique. Là, l'idée du chef-d'œuvre, elle provient plutôt de la réception de l'œuvre plutôt que de l'artiste en tant que tel. Mais pour que cette réception soit bonne, ça provient tout de même de qualités techniques et artistiques qui doivent être assez bonnes pour que l'œuvre soit exposée. Donc dans les deux cas, il y a quand même l'idée d'aboutissement. Aujourd'hui pourtant, on a besoin de nouveaux critères. L'idée d'aboutissement ne suffit plus. Et ces nouveaux critères, on peut les résumer ainsi. Il faut que ce soit une œuvre qui ne laisse pas indifférent. Ça peut être en positif comme en négatif. Il faut que ça devienne une source d'inspiration pour d'autres artistes, en tout cas d'autres êtres humains. On peut dire aussi qu'elle est souvent révolutionnaire dans son genre. Aussi, il y a une notion de durée, c'est une œuvre qui s'installe dans le temps. Et selon l'historien Hans Belting, par exemple, à travers le chef-d'œuvre, c'est la question de l'œuvre qui se pose tout simplement, celle de sa pérennité au XXe siècle. Bon, ça peut s'appliquer au XXIe à mon sens. Mais pour l'ENS de Lyon, il faut faire attention aussi à une autre chose et à d'autres éléments. Il y a déjà l'idée que la perfection qui est associée au terme de chef-d'œuvre, en tout cas qui est induite quand on parle de chef-d'œuvre, est une étiquette souvent posthume. On pose souvent l'étiquette de meilleure œuvre à un artiste qui a déjà terminé toute sa collection. Et c'est aussi une étiquette que l'on pose sur une période donnée. On peut parler d'un chef-d'œuvre d'un artiste comme on peut parler d'un chef-d'œuvre d'une génération. Avec ces précautions, on a toujours la notion de pérennité et on a aussi toujours la notion que c'est le public qui attribue l'étiquette. Mais du coup, selon l'ENS de Lyon, c'est une notion problématique et historique. En effet, comme l'écrit Jean Gallard, un malheureux paradoxe veut que l'idée d'éternité rapportée au chef-d'œuvre soit loin d'être éternelle. Du coup, on peut faire attention et on peut se rassurer en disant que on peut remettre en question des chefs-d'œuvre. Il ne faut pas forcément s'intéresser qu'à eux non plus. Il y a d'autres choses dans l'art en général qui sont aussi importants, voire plus importants parfois que juste des chefs-d'œuvre. Il y a donc du bon dans la critique, dans le fait de critiquer. Et avec ces notions en tête, moi je suis déjà rassurée. Un chef-d'œuvre, c'est pas incontestable. Il est construit par la réception du public, dépendant de critères sociaux et temporels. Pourtant, la question de base, elle reste: qui serait légitime pour contester ? Qui critique ? En fait, la critique est-elle permise à tout le monde ? La critique trouve son origine dans la presse écrite, à partir du milieu du XVIIIe siècle. Ensuite, après son apparition, il y a un droit à la critique qui est apparu, qui a été institué au cours du XIXe siècle et qui régit des codes, des règles qui rendent légale et légitime une critique d'art de presse. Il y a des questions notamment de diffamation, de droit de réponse et de responsabilité civile. Mais celles-ci sont souvent soumises à des contraintes, notamment la composition sociologique du lectorat et des auteurs, la part du financement dû aux annonceurs, notamment le statut de critique dans les entreprises de presse, où il est situé dans l'ordre hiérarchique. Pendant des siècles, il n'y avait qu'une seule catégorie de la population qui était en droit de définir ce qui était bon ou mauvais dans la création.
Il n'y avait qu'une seule catégorie de la population qui atteignait la possibilité de pouvoir définir aussi ces règles. Pourtant, avec l'émergence d'Internet, cette opportunité s'est ouverte à un plus grand nombre. S'il reste toujours une idée de double culture, une sorte de sous-culture et la culture légitime, le vrai art, c'est une idée qui devient floue et qui, à mon sens, tend à disparaître. En tout cas, la critique devient moins rigide, moins fermée, peut-être moins snob. Et j'en tiens pour preuve un réseau social en particulier, Letterboxd. Ce réseau social néo-zélandais, de presque 20 millions d'utilisateurs, permet une critique sous une nouvelle forme. Toujours performative, mais plus courte. Plus drôle aussi parfois. Ces posts critiques sont définis comme des one-liners dans l'article du magazine Views de juin 2025. Les utilisateurs sont jeunes, la majorité ayant moins de 35 ans. Il reste également une majorité d'hommes, mais les femmes y ont leur place. La révolution n'est pas si marquée tout de même, car Letterboxd reste un marqueur identitaire, où chacun affiche ses goûts sur son profil et où l'on affirme haut et fort son opinion. Mais pourtant, il y a moins de pression. Un Godard peut être logué à côté du dernier Barbie. Dans l'article de Views, les utilisateurs de Letterboxd sont décrits comme une société de cinéphiles bien définie, ceux qui suivent le palmarès des Oscars, mais prennent Scary Movie très au sérieux. Ceux qui ne rateraient pour rien au monde le dernier Bong Joon-ho, mais idolâtrent Lindsay Lohan. Bref, ceux qui n'ont pas peur de faire coexister cinéma d'auteur et pop culture. Ainsi, sur Letterboxd, le système des étoiles est très personnel, comme sur Babelio ou tout autre site qui permet de critiquer et de partager ses idées. Et sur Letterboxd, de manière tacite, on s'aperçoit que les utilisateurs acceptent ce manque d'objectivité. Et c'est même ce qu'ils recherchent. Au final, avec Internet, on voit la volonté d'être plus accessible, même s'il y a des limites. Une autre limite étant la notion de classe sociale. Même si on n'a pas beaucoup de données sur Letterboxd en particulier, je me base ici sur un concept, l'omnivorisme culturel, qui a été évoqué dans l'article que j'ai cité précédemment. Pour résumer, depuis les années 90, le but pour les classes supérieures, c'est de consommer de tout, de diversifier leur culture. D'où l'idée d'un mélange de pop culture et de films d'auteur. Il y a eu donc un déplacement des frontières. Mais sur Letterboxd, je pense toujours qu'il y a une majorité de classes, disons, moyennes sup, en tout cas des classes beaucoup plus aisées. Et c'est donc elles qui remettent en avant leur notion d'art. Après, est-ce qu'ils sont pour autant plus légitimes que d'autres à s'exprimer ? Est-ce que des plateformes où des classes moins aisées parleraient plus seraient moins bonnes à écouter ou à prendre en compte ? Ma réponse n'est pas définitive, peut-être que la vôtre l'est. En tout cas, elle laisse entrevoir un espoir que chacun puisse exprimer son avis sur l'art, car après tout, comme disait Kant, l'art ne sert aucun but, mis à part d'exister. Alors, chercher l'objectivité absolue n'a peut-être pas de sens. Tout ça pour vous dire que j'aimerais faire un deal avec vous, les quelques personnes qui me regardent. L'art est personnel. Je suis personne, mais je suis quelqu'un, comme vous. Donc je risque de dire des choses fausses, biaisées, peut-être qui n'ont absolument aucun sens, ou alors qui vous touchent en plein cœur, que vous semblez complètement pertinente. Alors en retour, je vous invite à partager dans les commentaires votre avis, vos coups de cœur, vos déceptions. Mais dans la bienveillance, please. Corrigez, débattez, et j'ai hâte de vous lire, en toute subjectivité. Allez, à la prochaine!